et le désir comme un pays. Le sourire, le rire, les deux. La trace qu'ils laissent, leur sillage, ce qu'ils ouvrent entre les corps, ce qui frémit dans l'air avec eux, comment ils s'inscrivent, comment ils échappent, comment ils sont irrémédiables. Une caresse, une morsure, une plaie, un bouquet, un feu dans l'hiver des choses, une fête pour toujours, une fête aiguë. Je ne peux pas ne pas commencer par et avec le rire et le corps, inextinguible. Corps charnel, corps textuel, c'est une source drue qui troue l'herbe grasse. Le corps charnel de l'écrivain et son corps textuel sont une seule et même viande gorgée de jus. Prenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Au commencement, la messe eût été dite dans une église basse et ronde, grise, harcelée de ronces, assaillie de verdure, une église naufragée en pays perdu, pour ne pas dire en Creuse. Mathieu Riboulet, en desservant de paroisses infimes, son torse et ses hanches minces drapées de chasubles faramineuses. Mathieu Riboulet penché sur l'autel, ses mains vives jointes pour la célébration, et l'envers blanc de ses poignets labiles soudain révélé dans un éclat de lumière verte. Depuis longtemps, très longtemps, mais je ne le lui ai jamais dit, je pense à Mathieu Riboulet chaque fois que je relis la vie de Georges Bandy, de Pierre Michon. Et il ne s'agit pas seulement de capillarité géographique. Les terreaux sont là, certes. Ils sont contigus, mêmement tapis aux limites extrêmes de routes grises et exténuées. L'extrace est voisine, et ça ne gâte rien, on le sait. Mais on s'arrache, on s'est arraché. Les textes et les corps s'arrachent et montent vers la lumière des ailleurs et du monde que l'on croit vaste. Ils connaissent cette assomption têtue. Ça peut être l'affaire d'une vie. Ça peut ne manger qu'une poignée de secondes et retomber aussitôt dans la poussière dorée. C'est le geste qui compte, sa ferveur, son allant, son élan, son jet textuel et sexuel. Les deux, le textuel et le sexuel, ne se séparant pas davantage chez l'abbé Bandy que dans les livres de Mathieu Riboulet. À cet animal textuel qu'est Mathieu Riboulet, tout est bon. Rien ne le rebute, rien ne lui fait peur. Il y va. La famille, les mères, les grands-mères, les mères grands, les pères turgescents, les Arabes qui ne le sont pas moins, nous le verrons, les morts, la maladie, les maladies, les sueurs, les sucs, les empoignades, la litanie des prénoms caressés, les silences, la neige, la Creuse, la Lozère, la Corrèze, Thucydide, les balcons en plexiglas, nous le verrons aussi et vous l'entendrez, les pivoines, un certain tulipier de Virginie, les autobus de banlieue, une église à Toulouse et la gare de Limoges, Albi, l'histoire, les fragrances des pissotières, les jours d'épaules nues, Purcell, Berlin, l'Italie, de savantes peintures caravagesques, le foudroiement par les peintures et les pétarots.
pour ne pas dire, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pétarous, pour ne pas dire donc les vélomoteurs. Les pétarous étant aussi faramineux chez Mathieu Riboulet que les chasubles de l'abbé Bandy. Mathieu Riboulet donc fait son abbé Bandy. Des premières messes glorieuses, célébrées dans la rutilante extase du Verbe infaillible et des paroissiens ou paroissiennes pâmées, à la toute dernière, l'ultime, élimé, balbutié, bavé, mâchouillé, devant un parterre cabossé de fantasques pensionnaires crachés par l'hôpital psychiatrique de la Célette. Mathieu Riboulet peut tout faire, il est capable de tout. Il est même capable de mourir, d'être très très mort, et enterré, porté en terre, mis en terre, couché dessous les roses. Il est mort le 5 février 2018. J'avais écrit ces lignes, la coulée de mots qui précède, la veille même, le dimanche 4 février 2018. Je savais, nous savions l'imminence. Nous restons du côté des vivants et continuons, un jour après l'autre. Ces jours sont rugueux, notre pas est pesant, lesté de l'absence qui dépouille et décharne. Je suis vivante, nous sommes vivants, nourris de lui, de sa grâce, de son élégance et de son ardeur à être. Je l'écris au présent, je ne peux pas faire autrement. Je voudrais écrire, il faudrait écrire, son vertige, le vertige essentiel du politique. Sans doute a-t-il toujours déjà été là. C'est un rapport au monde et une rage d'être. Mais, au lieu de s'élimer en lui avec les années, la quinquagéniture et l'abrasion des jours ordinaires, le vertige est monté en houle profonde pour tendre la phrase et bander l'arc du texte. Et surtout de plus en plus puissamment des textes publiés depuis 2008 chez Verdier. Rien de dogmatique, pas d'envolée rhétorique, ni de leçons de bonne pensance confortable dont nous sommes tellement abreuvés. Rien. Des noms. Des noms exhumés, la litanie des morts, des tués, des rabotés, des laissés sur le carreau de l'histoire, des histoires, les petites, la grande, les minuscules, la majuscule. Des noms, des dates, des gestes, des faits, des chemins frayés, inventés, taillés à la machette dans le maquis des choses, de toutes les choses, les brûlantes, les écorchées, les sanglantes, les douces, les tendres, les désirées, les douloureuses, qu'il empoigne, qu'il envisage. Le visage du monde, sa gueule tordue, bouleversante, irrésistible, et l'élégance sauvage de Mathieu Riboulet, les deux en face à face, dans les livres et dans la vie. C'est ce qu'il faudrait saisir, écrire, sans rien caricaturer, sans rien figer dans la gélatine froide de la glose et du souvenir pieux. C'est un geste impossible, une ligne d'horizon qui toujours se dérobe. Pour l'approcher, pour la frôler, j'ai, en 2017, inscrit, écrit, publié dans un roman, Nos vies, le corps de Mathieu Riboulet, incarné en Pierre Hubac. Sa voix, les gestes de ses mains, ses jambes croisées, ses chaussures, son pull, chaussures de bonne facture, son pull porté à même la peau, crève l'écran littéralement puisqu'il apparaît dans ce roman à la télévision dans une émission littéraire du jeudi soir et foudroie son monde d'une phrase incendiaire
et polissé. Après 50 ans, le corps dévisse. Il le dit. Il amène tranquillement tout le sauvage de la chose et il ne lâche rien. Il ne lâche pas le guidon du pétaro. Quand je ne pense pas à lui en abbé bandit, en chasublé, je le vois, je l'entends qui surgit, chevauchant l'immémoriale mobilette du Verbe. C'est dans Le corps des anges, publié chez Gallimard en 2005. Et j'ai souvent dit à Mathieu combien je jalousais ces pages. On voit parfois, sur les routes de campagne à l'écart des grands axes, et davantage dans les régions où les hommes se font rares, d'étranges équipages. Une mobilette hors d'âge, d'un bleu confinant au gris, à l'allure incertaine, au profil épuisé, malgré tout, vaillamment remplissant son office, surmontée d'une forme encore plus incertaine, débordant généreusement la place réservée aux passagers, coiffée d'un casque de préférence orange terni, posé de guingois à la façon d'une casquette. Il n'est pas rare qu'un vieux mégot fumaillant en dépasse, que le guidon soit encombré de lourds sacs de toile plastifiée marron et le porte-bagages lesté de quelques cajots dont les dimensions risquent, quoi qu'on fasse, d'entraîner l'ensemble de l'édifice très au-delà du point de rupture de l'équilibre, lequel est savamment rattrapé par un jeu de jambes évoquant la danse déstructurée des pantins et par un discret mais constant mouvement en zigzag imprimé au guidon. Il danse. Mathieu Riboulet danse savamment sur des routes têtues. Épuisé, enragé, tendre, ardent, vaillant, vivace. Il danse, il rit, encore, et il habite le désir comme un pays, toujours. Puisqu'il rit, puisqu'il danse, dansons dans ces mots, renouons avec ici et maintenant, l'ici et le maintenant de ces rencontres de littérature au sens, et partons avec Mathieu Riboulet dans ces mots, faire un tour en ville. Peut-être en pétaro. Pourquoi se priver d'un tour en pétaro sous le casque orange terni? 2 destinations. Tout d'abord du côté du pont de Billancourt et en 1974, avec un extrait de Entre les deux, il n'y a rien, publié chez Verdier en 2015. Et ensuite, nous irons du pont de Billancourt, audacieusement, carrément à Antibes, toujours en pétaro, où Mathieu Riboulet visite une médiathèque, œuvre de son père, architecte, Pierre Riboulet. C'est dans En présence des livres, publié en 2016 par les productions du EFA. Billancourt d'abord. En 1974, j'ai 14 ans, dans un autobus franchissant le pont de Billancourt qui relie ici les Moulineaux à Boulogne-Billancourt via l'île Saint-Germain. Je dis à ceux qui savent que se trouve là un grand centre commercial, une ligne de tramway, des bureaux rutilants, des immeubles moyenne bourgeoisie interchangeables et des pavillons années 30 redessinés Stark, bohème chic, qu'à cette époque-là, qui semble antédiluvienne mais n'est qu'à 40 ans de nous, d'un côté, c'étaient les blanchisseries de Grenelle et des kilomètres de rues bordées de murs de briques sales, de l'autre, l'empire Renault qui s'ouvrait pour culminer sur l'île Seguin. Entre les deux,
un habitat populaire épuisé et passablement insalubre, des niches pour les chiens. Tout ça hanté des silhouettes ouvrières, immigrées, bistres, pâles, des chiens qu'on écarte du pied. Les soutiers du système qui permettaient aux collines de Meudon et aux Boulognes chic Cateau côté bois du même nom de prospérer dans l'harmonie. Dans un autobus franchissant le pont de Billancourt en 1974 à 4h de l'après-midi, donc j'ai 14 ans. Un travailleur trentenaire, musclé et fatigué, force mon regard à suivre le sien qui désigne son entrejambe et le renflement sans équivoque formé par son sexe solitaire étendu, à cause de moi, avec, tapis au fond des yeux, l'espoir farouche que je mettrais fin à cet état second où je l'avais placé. Je descends au même arrêt que lui, je le suis. Il m'entraîne vers une pissotière en sous-sol. Je n'ai pas encore la force morale nécessaire pour descendre les quelques marches après lui, dans un recoin m'agenouiller et lui tailler cette pipe qui apaiserait la fin de sa journée. Ils vivent comme des chiens et je ne peux rien faire, ni casser les usines, ni flinguer les patrons. Et au lieu d'être sa putain, j'allume sans même m'en rendre compte ce beau gars à bout de force, le cerveau aplati par les cadences, les muscles retournés par les gestes contraints, la queue tendue par la misère, des chiens sans femme, sans amour et sans gloire. Je le plante là sans descendre les marches. À 14 ans, je vois, je sais, je sens, mais je ne peux rien faire encore. Ce n'est pas l'heure et ça ne va plus tarder, c'est presque l'heure. Conscience sexuelle et conscience politique, c'est tout un. Être pédé, ça vous déclasse en un rien de temps. Antibes. Aller sur la côte d'Azur a toujours été pour moi un cauchemar. La chaleur, le monde, la vulgarité, le fric, les contrastes, la laideur endémique, un véritable cauchemar. Ça me déprime horriblement. Et quand on pense à la renversante beauté de ces lieux, de cette côte, la montagne dévalant dans la mer, ça fait toujours son petit effet. Amalfi, la Corse, les Cyclades, la mer Méditerranée, toute cette insolence. Et voir l'essentiel de ces côtes mitées d'architecture atroce et d'urbanisation sordide, ça me déprime, vous n'imaginez pas. Moins je vais sur la côte d'Azur, mieux je me porte. Vous me direz, ça tombe bien, personne n'est obligé à rien. Exact. On n'a que les obligations qu'on se crée, quand on a la chance d'être à peu près maître de sa vie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je sais. Mais ce sont les pires, les plus exigeantes. Bref. Alors, j'y arrive. C'est-à-dire au point qui m'amène à écrire ces lignes. Le fait de m'être créé de toutes pièces l'obligation d'aller visiter une bibliothèque déjà et à Antibes en plus. Je suis d'une humeur massacrante. Dans le taxi qui me conduit de l'aéroport de Nice en longeant le front de mer, le chauffeur a dit que c'était plus agréable et pas plus embouteillé que l'autoroute. Je le crois volontiers. Vous imaginez ça, cette autoroute noire de monde quasi en permanence par des températures inadmissibles, on voterait FN pour moins que ça. Je me dis que j'irai tête baissée pour ne rien voir de toutes ces horreurs, genre Marina Baie des Anges, quais bétonnés ajoutés au vieux port pour accueillir les yachts, de tous ces pauvres riches générés par la spéculation capitaliste qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller de port en port, de fête en fête, de restaurants de luxe en gargote authentiquement locale pour dépenser un fric dont les montants échappent à l'entendement, tête baissée, en voir le moins possible,
Donc, à l'arrière du taxi, quand on entre dans Antibes, je vérifie que j'ai bien l'adresse exacte. Boulevard Gustave Chancel. Inconnu au bataillon parce que le chauffeur, la bibliothèque, ça ne lui dit pas grand-chose. Tandis que la rue Machin, c'est plus précis. Quand la voiture s'arrête, il dit « Ah, c'est ça, la bibliothèque ? Et vous venez pour voir ça ?» Pour le coup, je suis presque aussi incrédule que lui. Je lève le nez, paye, descends, claque la porte derrière moi. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Les garde-fous des balcons en plexiglas, orangé ou bleu ou gris, voire ocre, en plexiglas. Vous imaginez, c'est d'une laideur révoltante. Et tous les immeubles qui les arborent fièrement, ou plutôt les arboraient fièrement, quand ils étaient jeunes et beaux, fringants, dans les années 70, quand ils étaient le nec plus ultra du signe extérieur de modernité, et qui maintenant ne tentent même plus de cacher à quel point ils ont mal vieilli, tous les immeubles qui les arborent, dis-je, sont miteux, chancelants, ne prennent pas la peine de dissimuler leur décrépitude, leur laisser-aller, leurs allures de gloire sur le retour. Ils l'exhibent même sans le savoir, bien sûr, en s'offrant au regard tout bariolé de panonceaux à vendre, siglés des diverses agences de la ville. J'aurais mieux fait de ne pas lever le nez du trottoir, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il fallait que je voie un peu à quoi ressemble ce quartier. Parce que je fais le malin, mais tant qu'à y être, autant faire les choses correctement. Voir comment ça s'inscrit un bâtiment neuf dans un quartier ancien. Quelle place on lui a laissé et comment il s'en débrouille. Alors, je fais un tour avant d'entrer, consciencieusement. Et en réalité, tout ça a des airs de retape fatigué. Les immeubles sont un peu comme des putains distraites qui ne voient plus très bien qu'elles ont forcé sur le phare, la dentelle ou la laque. Et surtout, que la clientèle a filé. Plus un soldat a reluqué derrière le plexiglas. Voilà où on en est. On ne peut pas dire que ce soit très brillant. Tous ces espoirs qu'on a portés ensemble au cœur des 30 glorieuses, que tous ces architectes ont placés dans des projets trop fins pour la dureté des temps, désormais illisibles, détruits ou fatigués au point qu'on ne les reconnaît plus, c'est encore pire que ce que j'imaginais. En réalité, tout ça, ce bout de ville, ce quartier, cette texture urbaine qui efface la présence de la mer et effacerait aussi, si elle le pouvait, le bleu du ciel. Tout ça qui est à vendre se retrouve à l'encan. Tout ça pue la décolonisation à plein nez. C'est à peine respirable et pourtant il faut vivre. Ça ne s'arrête pas aux choses, évidemment. Il y a aussi le nom des choses. Et alors là, le rapide coup d'œil que je jette autour de moi ne fait que confirmer les hypothèses. Tous ces immeubles du temps de leur splendeur se sont parés de noms pompeux, du genre résidence des 5 continents, avec son bâtiment Océanie et son bâtiment Asie, dont les irregardables garde-fous en plexiglas donnent sur la rue des lits militaires. Vous y croyez à un nom pareil, rue des lits militaires? Voilà que ça revient, les soldats et les putains, pas moyen d'en sortir. Et j'avoue que je n'ai pas inventorié toute la résidence. Mais enfin, je n'ai pas vu le bâtiment Afrique. Peut-être sur la cour, côté impensé. Bref. En tout cas, de quelque côté qu'on y parvienne à cette bibliothèque, on tombe dessus d'un coup, au débouché d'une rue. On lève le nez, l'œil ne peut pas en faire le tour, en apprécier l'étendue. Elle s'est insérée dans le lacis serré, à part peut-être du côté de l'entrée, où je finis par arriver parce qu'il va bien falloir que j'y entre. Là, on respire un peu mieux, mais on est rattrapé
par les mots, parce qu'évidemment, les bibliothèques désormais s'appellent de préférence des médiathèques. Mais il n'est pas exclu, au train où on va, que tout ça finisse en ludothèque. Ça serait le bouquet, la victoire sans fait rire, le moindre coup de l'esprit. J'apprends en m'amusant, comme s'il y avait de quoi rire. C'est donc une médiathèque qui est installée là. Et je le redis, malgré mes airs de vieux grincheux, râlant contre l'esprit du temps, je sais que c'est un lieu de bien, un lieu commun de bien, que des gens bien l'ont conçu et des gens bien l'ont construite sur proposition de gens bien et avec du bon argent public dont je sais qu'il est mieux employé à ça qu'à graisser des pâtes ou à finir en dessous de table. Donc, c'est une médiathèque. Et elle s'appelle, je vous le donne en mille, d'ailleurs, vous n'aurez pas à chercher loin, je vous ai donné des indices, Méditerranée, décolonisation, gens bien et gens de bien, elle s'appelle, c'est écrit en grand sur la façade, c'est officiel, c'est beau, c'est bon, ça sonne juste, c'est la bonne décision, le nom de baptême imparable, elle s'appelle Médiathèque Albert Camus. C'est le coup de grâce. Au point où j'en suis, je peux bien vous le dire, à vous qui m'avez lu jusque-là, évidemment, quel autre nom aurait-on pu trouver pour baptiser un édifice public voué à la culture dans ce vieux port de Méditerranée qui n'a plus de port que le nom et fait face à l'Algérie, ville largement investie par ceux-là même qui ont dû la quitter, l'Algérie, en 63 au plus tard, et pas toujours entier. Ce nom, que personne ne discute, Albert Camus, l'homme juste, engagé, batailleur, un de ces hommes dont le modèle est perdu et dont le nom ne brille plus qu'au fronton des édifices culturels et des programmes scolaires. Combien de générations encore devront s'appuyer la peste ou les justes en se demandant ce qu'elles ont fait pour mériter ça? J'abrège. Désolé. Je sais qu'on finira par regretter ça aussi. Parce que le pire est toujours à venir. Et qu'on ne peut pas exclure un de ces quatre d'avoir à fréquenter la ludothèque Jean d'Ormesson ou le centre d'exploration multimédia Michel Onfray. Alors je rentre. Après tout, j'ai fait le déplacement pour ça. Métro, avion, taxi, depuis Paris. Pas de pédale. Une curieuse impression de temps dérobé à l'écoulement des jours, un rien qui se suspend. L'énervement ne me vaut rien, je le sais, ni ne vaut jamais rien à personne d'ailleurs. Pénétrant dans le hall, je me dis que j'aurais encore préféré que le bâtiment s'appelât Médiathèque des lits militaires. J'esquisse un sourire tout intérieur et je respire un grand coup. Respire, Mathieu, respirons, respirez. Merci.